bien voulu répondre à notre invitation pour ce point de presse. Relativement à l'actualité toute récente portant d'une part la démolition du marché Sandaga en vue de sa reconstruction à l'identique afin d'assurer doublement les conditions de modernité et de sécurité dignes de cette infrastructure majeure et polarisant énormément de monde, et d'autre part la révision des listes électorales en perspective des élections locales. Du marché Sandaga, il importe de rappeler d'emblée qu'avant l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des équipements marchands tels que Kermel et Sandaga n'incombait pas à la commune de Dakar Plateau. Néanmoins, elle s'est régulièrement impliquée, notamment en investissant pleinement dans leur propreté. Aussi, dès notre élection, nous avions trouvé, au premier compte administratif du maire de la ville, que tous les marchés dans les différentes communes ne rapportaient pas plus de 70 millions à la ville. Ainsi, j'avais proposé sans succès au maire de nous confier la gestion des deux principaux marchés du plateau, avec l'engagement que seul le plateau lui assurerait ces 70 millions. Avec l'acte 3, la gestion des équipements marchands, de même que les infrastructures correspondantes, ont été dévolues aux communes qui les abritaient, à l'exception d'un seul marché dans tout le Sénégal et dans les différentes villes du Sénégal, à savoir le marché Sandaga. Nous avions alors dénoncé cette situation au niveau de la commission ad hoc, constituée pour la dévolution du patrimoine, mais aussi par plusieurs écrits. Je vous en montrerai quelques-uns. L'argument bancal qui nous était opposé fut que Sandaga n'était plus un marché, puisque délocalisé au champ de course depuis 2013 et déclaré déjà à l'époque comme menaçant ruine, bien avant qu'il ne subisse de gros incendies. Nous avons continué à porter ce combat sans l'accompagnement de la ville, qui n'a jamais soutenu le plateau dans ses luttes pour la sauvegarde du patrimoine historique. Pour preuve, demandez-vous où était la ville au moment où je combattais durement et difficilement pour le maintien et la réhabilitation des bâtiments de l'ex-service d'hygiène. Aviez-vous alors, une seule fois, entendu ceux qui s'érigent aujourd'hui en gardiens du patrimoine classé? Ces gens ont-ils participé, ne serait-ce que d'un copec, quand le plateau mettait plus de 700 millions pour la réhabilitation à l'identique de ce bâtiment historique classé de l'ex-service d'hygiène? Avez-vous entendu une seule fois, quand je m'érigeais contre les travaux de cette gare ferroviaire pour exiger que l'on me présente d'abord le projet envisagé, pour m'assurer que l'infrastructure historique allait être réhabilitée à l'identique? Avez-vous une seule fois entendu la ville quand je défendais l'école Amadou Hassan Ndoye, qui est aussi un patrimoine classé? Avez-vous entendu la ville qui enfin se rappelle de ses missions quand le plateau a lancé puis attribué le marché de réhabilitation à l'identique de l'école Mame Yacine Diagne, également patrimoine classé, dont les travaux ont démarré? Une fois élu en 2009, avec la coalition Benno Siggil Sénégal, pour ceux qui ne se souviennent pas, avez-vous entendu la ville sur tous les combats que nous portions alors? Qu'ont-ils fait des anciens ateliers communaux ici à la rue Lapérine avec la fameuse société Horizon SA? Le questionnement s'allongerait inexorablement. Allusion faite aux complexes commerciaux des 4C et le foncier attaché, au bâtiment de l'ancienne DAU, au cinéma El Malik, aujourd'hui récupéré par un privé, aux dizaines de villas appartenant à la ville, certaines en construction depuis du temps de mon oncle maire Mamadou Diop, au stade Assane Diouf, si ce n'était de se mettre d'accord sur le dos du plateau, sur l'aliénation de la cour de récréation de l'école de Rebeuss, à l'octroi à leur profit de 1500 mètres carrés sur le terrain de l'école élémentaire El Hadj Malick Sy, pourtant dévolu
à la commune du Plateau depuis 1998. Je me désole de devoir noter et faire retenir qu'il devait reconstruire le centre socioculturel construit par le Plateau dans l'enceinte du stade Assane Diouf sur ce terrain de 1500 mètres carrés. Mais puisque tout était fait sur le dos de la commune, ils ont préféré suivre les mêmes lobbies qui se font entendre aujourd'hui pour édifier à la place ce qu'ils ont appelé la maison des arts plastiques, même à le leur concéder. Où en est cette maison qui logiquement appartient au Plateau? De ces accords aussi, il était question du stade Iba Mar Diop. Ils en ont fait quoi? Où en est véritablement, c'est ça la question que les Dakarois doivent se poser, le patrimoine de Dakar, qui fait l'objet d'un gros dossier que nous avons. La mairesse de Dakar peut-elle nous dire si nos titres fonciers qu'elle veut brandir sont bien préservés aujourd'hui et que son percepteur les détient par devers lui, comme lui demande la loi? Qu'elle pourra aussi nous répondre du fait de ses responsabilités sur cette sauvegarde qu'elle brandit aujourd'hui, quand nous allons l'interpeller sur une liste bien précise. Pas besoin d'aller aussi loin. Pourra-t-elle nous brandir les titres des dernières acquisitions, après des milliards que nous avons votés pour l'acquisition de terrains et d'usines? D'où la ville tire-t-elle l'essentiel de ses revenus, si ce n'est au Plateau? Et parlant de cadre de vie et de patrimoine, que l'on me cite et me localise un seul investissement significatif fait par cette ville depuis 12 ans au profit des populations du Plateau. Pourtant, nous avions bien commencé ensemble, avant que cette ville ne tombe principalement entre les mains de ceux que j'appelle aujourd'hui des fossoyeurs des revenus de Dakar. Hélas, ces derniers n'ont d'autre orientation stratégique que de destiner les ressources à leur hypothétique carrière politique dans leurs villes respectives. J'en appelle aux enfants de Dakar, aux cadres de Dakar, aux sachants de Dakar, dans cette équipe actuelle qui gère la ville. Listez-moi les directeurs, les chefs de service, les hableurs au niveau de la presse. Où sont-ils tous candidats pour les locales qui s'annoncent? De l'argument qui a été brandi avec le titre foncier qui disent appartenir à la ville de Dakar, je voudrais interpeller les hommes et les femmes de droit. La collectivité territoriale ville de Dakar est née quand? S'agit-il de la même entité territoriale juridiquement parlant que la première commune de Dakar, qui était alors administrée par un administrateur nommé? Elle est devenue quoi en 1972? Puis en 1996, avec la création des communes d'arrondissement et la dévolution d'une partie du patrimoine à ces nouvelles créations. Puis en 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation. La ville n'a-t-elle pas été créée pour avoir une existence juridique par un décret après l'acte 3 de la décentralisation, qui au passage reconnaît, excusez-moi, au passage, que deux ordres de collectivité territoriale, la commune et le département. L'État, qui est l'entité centrale dont nous sommes démembrement, avait-il dévolu la moindre partie ou le moindre patrimoine de l'ex-ville de Dakar à cette nouvelle création avant l'arrêté rectificatif de juillet 2020? Historiquement, y a-t-il un arrêté suivant un décret qui affecte le patrimoine de l'ancienne commune de Dakar à la ville de Dakar? Qu'il me soit indiqué au regard de ce qui précède, qui est juridiquement aujourd'hui la commune de Dakar, dont on parle dans les années 20. Mais, soit, ce document brandi aujourd'hui pour parler de titres au nom de la commune de Dakar reste heureusement grévé d'une charge depuis 1933. Affectation marché communal. Cela a-t-il changé à ce jour? Pourquoi Kermel, qui est un patrimoine historique classé plus vieux que Sandaga, nous est remis dans le respect de ces mêmes textes? Pourquoi alors ce qui est valable pour l'ensemble des marchés du Sénégal devrait être différent pour Sandaga? Le complot pour Sandaga, parce qu'il faut nommer les choses, et qu'on a voulu retirer de la commune Sandaga pour en dévoyer la destination. Pour y construire, disait-il, un bâtiment moderne
destiné à être un musée, alors que le plateau est la commune du Sénégal qui a le plus de musées. La réalité est qu'à ce jour, la ville ne peut pas nous montrer un seul projet de réhabilitation ou de reconstruction portant sur le marché Sandaga. De ce point de vue, la ville n'a aucune inscription dans son budget pour un tel projet. La ville voulait clairement délocaliser ce mythique marché de sa place actuelle, où elle voulait ériger un autre projet culturel, dit-elle, toujours pour amadouer les hommes de l'art, sans jamais leur dire la vérité. La ville avait comme seule et unique visée de délocaliser le marché à Petersen, avec un projet appelé la Rotonde, et pour lequel j'ai déjà eu à le dire, elle avait emprunté 4 milliards à la Société Générale à un taux non négligeable. Ça, ce sont des faits. Cet emprunt a été consommé au titre du fonctionnement, sans jamais qu'il n'y ait le moindre projet étudié et validé par le conseil municipal pour la Rotonde, et donc par la moindre exécution, jusqu'à son remboursement avec d'importantes charges financières supportées. Si on était dans d'autres considérations, on parlerait sans frémir de faute de gestion. Je pourrais développer sur tous les projets de cette entité, notamment le pavage avec la société burkinabé Belichacha, l'éclairage public avec la société qui est là depuis des décennies, le centre commercial de Kermel, celui de Félix Eboué, de l'aller à l'école, et j'en passe. Quand je combattais cette hérésie sur le premier arrêté de dévolution, nous étions encore politiquement ensemble, toujours au PS et dans le Benno Bokk Yakaar. Moi, Alioune Ndoye, et ceux qui parlent de moi aujourd'hui. Il s'agissait de principes et d'intérêts de la commune que les populations nous avaient confiés, et non de lutte politicienne. Comme voudraient le faire croire ceux qui sont en manque d'arguments contre moi. Il en était de même de ma posture pour la lutte pour le respect des prérogatives des communes sur la place de l'indépendance. J'ai continué ce combat quand le ministre du Commerce d'alors avait porté un projet sur Sandaga. Quand le ministre de l'Urbanisme d'alors l'avait fait. Quand le ministre du Commerce actuel l'avait fait. Et pourtant, nous partageons le même gouvernement. Donc, je demeure au niveau des principes, pas des postures politiciennes de lutte contre des personnes. Aujourd'hui, que l'argument du titre foncier ne peut plus prospérer, depuis l'arrêté rectificatif de juillet 2020, rendant enfin justice à la commune, les conseillers de la ville prennent une autre trompette. Conseillers, je ne parle pas des conseillers municipaux, parce que ceux qui parlent le plus sont dehors. Celle de la surveillance des monuments historiques pour rester toujours visible. Mais qu'est-ce qui fait courir la ville? Faut-il se poser comme question véritable? Quel est le véritable projet de la ville? Est-ce garder ce patrimoine historique, carte de visite de notre pays, ou toujours porter un combat non encore présenté à ce jour aux élus de Dakar et à ses populations? Pour rappel, depuis 2009, je ne me suis jamais intéressé aux infrastructures qui ne dépendaient pas de moi. Ni de Sandaga, ni de Kermel, si ce n'était les nettoyer en supportant pas la saleté qui y régnait. Dès l'acte 3 et parallèlement à la lutte contre les incohérences de l'arrêté de dévolution, j'ai commencé à faire étudier les projets de réhabilitation de ces infrastructures. À partir de 2017, et heureusement j'ai mes conseillers municipaux ici, ils peuvent le vérifier dans leur compte administratif. J'ai, à titre privé, payé et fait étudier la réhabilitation du marché Sandaga. Je dis bien réhabilitation, je vous donnerai quelques preuves tout à l'heure. J'ai sollicité en vain des documents portant sur ces ouvrages auprès des services de la ville qui n'en avaient pas. Du moins, c'était leur réponse. J'ai échangé avec les principaux acteurs, à l'image de M. Bokoum. J'ai ici quelques échanges intéressants du point de vue technique avec ce monsieur. Cependant, au-delà des architectes que nous entendons porter un jugement sans appel aujourd'hui, mais que je qualifierais plus d'émotif, et de quelques messieurs qui s'arrogent dans ce pays le monopole de la culture et du savoir,
des études sérieuses nous ont montré qu'il était aberrant de parler de réhabilitation d'une infrastructure dans laquelle il n'y avait plus de structure en 2018. Pour un bâtiment déclaré en situation extrême de ruine en 2013, pour exiger son évacuation complète avant qu'il ne subisse 2 gros incendies sur plusieurs jours finissant de le condamner. Où étaient alors ces nouveaux défenseurs autoproclamés? Un patrimoine historique condamné à la ruine sur plusieurs décennies, que l'on ne peut plus réhabiliter. On en fait quoi si on veut le garder? Voilà la seule question à laquelle ces personnes, à l'émotion sélective, doivent répondre. Au passage, parce que les arguments brandis, un classement à l'UNESCO, jusqu'à plus ample informé, n'est à ce jour qu'un projet et non une réalité. Voilà comment nous avons orienté les études dans le sens d'une reconstruction à l'identique du marché actuel, conscient que c'est une carte de visite de Dakar qu'il fallait maintenir, que c'est un marqueur de notre histoire, mais aussi et surtout une extrême nécessité pour les habitants de la commune. C'est ainsi que nous avons présenté le 19 mai 2018, alors qu'aucune entité ne parlait de réhabilitation ou de reconstruction, un projet de reconstruction du marché à sa place actuelle, avec réorganisation de tout le quartier et des activités commerciales. En présentant ce projet, nous avions sollicité la participation de l'État. Vous noterez que depuis que j'ai validé dans cette mairie la fusion des différentes esquisses préexistantes, le seul projet brandi et présenté par tous est le nôtre. Toute image a été partagée en effaçant souvent le nom de la commune. Où était pendant tout ce temps la ville de Dakar qui devait être solidaire de cette collectivité territoriale en son sein? Combattre Alioune Ndoye est beaucoup plus important pour ces gens que l'intérêt des habitants du plateau. Donc aujourd'hui, après avoir sollicité tous les avis nécessaires, je vous les montrerai, nous allons reconstruire le bâtiment Sandaga à l'identique, avec de légères modifications portant sur la sécurité, l'ajout de structures telles que les monte-charges, ascenseurs, un parking souterrain qui est inexistant, etc. L'espace qui entoure ce bâtiment sera dégagé pour rendre au bâtiment son côté majestueux, son aération et son accessibilité des différents côtés, avec l'aménagement d'un espace de vie tout autour comportant des fontaines sèches, pour ne pas condamner un segment de l'activité commerciale. L'autre partie du terrain, dans le sens de la descente Émile Badiane, abritera un centre commercial moderne pour reloger les acteurs qui ne sont pas dans le bâtiment principal. Mais de quel crime finalement suis-je accusé, moi, qui me bats depuis des années pour que Sandaga ne tombe pas dans les mains de privés spéculateurs fonciers, grands porteurs d'idées au niveau de la ville, ceux-là qui ont planifié de raser le penc de Tidem jusqu'à la corniche, sans parler de Yak Yassouf. Dieu merci, j'ai eu à voir ce projet une fois. Mais savent-ils encore ce qu'est un penc? Eux qui nous balancent des slogans culturels à la figure. Un amour du Sénégal qu'ils auraient plus que nous. Si la science m'avait confirmé que je pouvais réhabiliter, je l'aurais fait comme je l'ai fait avec le service d'hygiène. Juste sur la même avenue, comme j'ai commencé à le faire avec l'école Mame Yacine Diagne. Mais je n'accepte pas que des ruines qui nous sont imposées depuis des années, avec tout son lot d'insécurité, de l'abandon de ces braves commerçants depuis 2013, mis en attente d'un hypothétique projet de réhabilitation qui ne venait jamais, on nous met, comme c'est en réalité planifié, devant la stratégie du déjà fait et que ce patrimoine disparaisse définitivement. S'il s'agit de préserver Sandaga dans son lieu actuel, alors venez autour de nous faciliter la reconstruction de ce patrimoine à l'identique. S'il s'agit de combats de personnes, de combats politiciens, notez que les Dakarois et les Dakariens, pour parler comme mon grand sérigne, récupéreront dès janvier 2022, Inch'Allah, la ville de Dakar, pour la remettre au service exclusif de ses habitants et des Sénégalais. Nous invitons les habitants de notre capitale à s'unir comme jamais pour délivrer notre collectivité territoriale des griffes d'aventuriers politiciens qui n'ont de projet que d'inscrire notre capitale
dans des luttes politiciennes sans le moindre intérêt pour ses habitants, juste pour servir de tremplin politique à quelques carriéristes. Dakar, son nom, son histoire, ses populations ne peuvent abriter des hommes qui n'ont que l'insolence et la menace à proposer, qui n'ont que de bravades de cours de récréation comme projet. Dakar doit se remettre au service des Dakarois, avec des Dakarois pour la servir et non se servir. Nous avons géré une petite partie de Dakar, de Malick Sy à Cap Manuel. Avons multiplié son budget par 13 au moins, multiplié ses moyens d'intervention par plus de 13, amplifié ses différentes interventions, souvent par plus de 100, consolider sa stabilité sur tous les plans, en intégrant comme jamais toutes ces populations. Si cela avait été fait par tous ceux qui, aujourd'hui, nous promettent encore du vent, en ne comptant que sur la stratégie de la fausse victimisation et du mensonge sur les actions de l'État, où en serait Dakar en 2021? Que les citoyens se posent les bonnes questions. Et de cette victimisation, de la révision des listes électorales. À présent, je voudrais rebondir sur les contre-vérités portées par des candidats, soit ici à la mairie du Plateau, soit des candidats à la ville de Dakar, relativement à la révision actuelle des listes électorales. À ce propos, je voudrais d'emblée affirmer, ici, au Plateau, il n'y a qu'une seule commission installée dans cette mairie et pour tout le Plateau. Vous êtes des journalistes, messieurs, en descendant, passez s'il vous plaît à la commission. Le maire que je suis n'y a pas encore mis les pieds. Il n'en connaît pas les membres, en dehors de ses propres représentants et de ceux qui se sont exprimés par voie de presse, se signalant. Le communiqué de la cellule de communication de la mairie a déjà eu à démentir ces affabulateurs, comme ont eu à le faire plusieurs collègues, maires comme celui de la Patte d'Oie. Nous voyons des prétentieux qui ne comptaient que sur le transfert d'électeurs pour asseoir une existence politique dans nos communes, hurler face à la rigueur de l'organisation et des textes qui sont clairs. C'est le désenchantement avant l'heure. C'est la recherche désarticulée d'explications impossibles d'une déroute inévitable de ces missions, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas une propriété à exercer sur le vote de nos enfants, nièces et neveux, jeunes sœurs et frères, qui nous connaissent, vivent avec nous, sont souvent des acteurs. Leur citoyenneté ne se résume pas au vote. Elle est plus globale, plus engagée. Avant même l'ouverture de cette révision, plus de 1,1 million primo-votants avaient déjà leur carte d'identité. À ces manipulateurs qui veulent faire croire que l'État veut empêcher les jeunes du pays de voter, ces derniers, dans leur écrasante majorité, n'ont pas besoin de certificat de résidence pour s'inscrire, car ils ne font pas l'objet de transferts, finalement, qui se trompent tout seuls. Le Plateau que l'on a voulu dénigrer était jusqu'à la semaine dernière la commune où il y avait le plus d'inscrits, composée à une écrasante majorité de primo-votants qui détenaient déjà leur carte nationale d'identité avec des adresses du Plateau. Aucune, je dis aucune demande de certificat de domicile n'a à ce jour enregistré un refus de délivrance. Aucune, même si certaines demandes restent étonnantes, quasiment toutes, par exemple, d'un dernier paragraphe concernant des habitants votant actuellement dans la commune de la Médina voisine. Quel est le projet, faut-il se demander? Le maire dans chaque commune reste l'officier d'état civil. Il peut déléguer ses pouvoirs sous sa seule responsabilité. Le maire qui ignore cela, au motif qu'il ne l'a jamais exercé, ne fait qu'étaler aux yeux de ses mandants son incapacité et ses insuffisances jusqu'à la camoufler. À Dakar, depuis des années, il y a des maires qui ont totalement rappelé les délégations en matière d'état civil. Une fois qu'ils ont été traînés au tribunal, qui leur a rappelé qu'ils restaient les principaux responsables des actes commis par ces délégations. Au Plateau, voilà des années, nous luttons contre ce phénomène de transfert d'électeurs, qui a participé à nous créer un fichier électoral de plus de 34 000 électeurs sur une population de 37 000 habitants, censé être constitué à plus de 50% de non-votants. Effectivement,
on ne permet plus à une personne au plateau d'usurper des fonctions qui ne sont pas les siennes pour impacter la composition de la population. Cela devrait être traîné en réalité au tribunal. Comment un opposant, par exemple, peut, dans un quartier, récuser le délégué de quartier que les habitants se sont librement choisis et qui bénéficie derrière d'un arrêté municipal de nomination lui permettant d'émarger sur le budget communal et s'autoriser, lui, à établir des certificats de domicile? Comment voulez-vous que ces faux en écriture soient validés par les institutions? De toute cette clameur recherchée, il n'a été brandi comme preuve que les déclarations mensongères d'un opposant local qui affirme que l'inscription de ses filles a été refusée au motif que le certificat de domicile n'était pas signé par le délégué de quartier. Je défie ce monsieur de publier le dit certificat avec la signature du seul délégué que ce quartier a. J'invite à une union sacrée de toutes les populations contre ses adversaires du plateau. Quand des personnes, pour donner gage, se transforment en porteurs de lances assassines contre les intérêts du plateau, vous devez les mettre devant leur responsabilité de traiter le mot n'est pas fort à nos intérêts communs dès qu'ils oseront franchir les seuils de vos maisons et souvent même de vos quartiers. On ne peut pas prétendre aimer une commune et systématiquement être dans les deals contre cette commune. Qu'il s'agisse d'Assane Diouf, je ne veux pas épiloguer dessus, avec ceux qui ont toujours fait commerce avec, de nos autres infrastructures, des projets portés en acceptant l'élimination de tous les intérêts du plateau, juste pour avoir des indemnités d'architecte, voire même de comploter pour bloquer la reconstruction de lieux de culte, entre autres. J'appelle le maire actuel de la ville à se ressaisir en privilégiant uniquement les intérêts des Dakarois. Ceux qui l'en écartent ne travaillent qu'à sa perte. Quand elle était venue avec son conseiller financier me proposer de finir certains projets, j'ai accepté avec mon conseil, lors du vote du budget actuel en décembre 2020, d'inscrire 1,9 milliard qu'elle demandait comme participation du plateau. Je demande aux gens d'aller voir le budget du plateau. Je suis toujours resté dans l'attente de ces engagements censés être communs. Quand je lançais la reconstruction de Bibi Ndiaye, avec un budget qui était à l'époque le double de tout le budget de la commune d'arrondissement, c'était avec l'engagement du maire de Dakar de contribuer à hauteur de 1 milliard, ce qui n'arriva jamais, nous obligeant à faire plus d'ingénierie pour y arriver seul. Certains se demandaient quelles étaient les difficultés. Quand la ville a accepté, avec ses difficultés, que le plateau finance le matériel de stationnement acquis pour 1,187 milliard, nous avions voté ici tous les crédits et pris toutes les délibérations. On aura encore perdu du temps pour rien, au grand bonheur de ceux-là qui ont toujours combattu, même pour nos toutes premières élections, avec Benno Siggil Sénégal en 2009. Quand j'ai demandé avec insistance que l'on cesse de politiser le projet de la place de l'indépendance et d'annoncer des coûts qui ne sortaient d'aucune étude, j'ai rencontré encore une fin de non-recevoir, m'obligeant à stopper mes travaux dans lesquels seul le plateau avait déjà investi. Je ne parle pas du traitement subi par le plateau pour le projet pavage, quand on pouvait stocker des semaines durant une dizaine de palettes dans une ruelle du plateau, PL 142, pour venir nuitamment les récupérer. C'est quelques exemples pour dire au maire de la ville d'avoir le courage de se libérer de ces affairistes. Surtout ceux-là qui hantent les couloirs de l'hôtel de ville depuis les années 70, trouvant toujours le moyen de revenir par les petits trous, une fois éliminés par les populations. Je redis ici, à la jeunesse du plateau, au monde économique, mais surtout aux acteurs commerciaux, de ne plus permettre à un insolent de proférer des menaces contre notre commune, ses populations et ses intérêts bien compris. Je tends la main à ma famille politique, du PS comme du Benno Bokk Yakaar, pour une organisation déterminée et responsable pour balayer la route à tous ces aventuriers et se préparer à gagner avec la manière toutes les communes de Dakar, afin de libérer la ville de Dakar de ces mains inexpertes qui n'ont de projet que de l'inscrire dans un champ de bataille en permanence, sans jamais penser à son développement harmonieux, dans le cadre du PSE qui mène inéluctablement notre pays vers l'émergence. Dakar a besoin de développement, d'investissement, de diplomatie, de qualité de vie, de stabilité et de rayonnement culturel, etc. Mais pas d'immaturité et de violence. À ceux, d'ailleurs,
qui aiment s'exciter avec des menaces, nous rappelons que nous partageons les mêmes quartiers. Je dis, nous partageons les mêmes quartiers. Merci pour votre aimable attention.